Aujourd'hui, on va parler de l'élément fondamental des images qui est la lumière. Alors, on va en parler avec une lumière pourrie. J'aurais peut-être dû la faire plus en été, celle-là. Bref. Alors, la lumière, c'est vraiment l'élément fondateur d'une image, étant donné que sans lumière, on n'a pas d'image. Mais si on ne comprend pas comment la transposer dans nos créations, ben en fait, nos créations, il y a toujours un truc qui bloque, il y a un truc qui va pas. On va essayer de comprendre ce qu'est la lumière et comment la gérer. Alors, en premier, on va définir ce qu'est la lumière. Alors, il faut faire la différence entre la source de lumière et la lumière en elle-même. La source de lumière, c'est ce qui rend visible, c'est ce qui produit de la lumière. C'est-à-dire qu'on va avoir le soleil, on va avoir des reflets, on va avoir une lampe, voilà. C'est ce qui produit la lumière. Si on veut une définition exacte de ce qu'est la lumière, c'est une énergie qui est générée par la matière, c'est un rayon électromagnétique avec des photons à l'intérieur. Bref, si on veut une définition plus facile, c'est ce par quoi le sujet est éclairé. Voilà. Donc ça, c'était source et lumière, les différences. Ce qui va nous intéresser surtout pour pouvoir retransmettre la lumière dans une œuvre, c'est de s'intéresser à certaines propriétés de la lumière. Pas à toutes, mais là, comme on parle vraiment de lumière, il y a certaines propriétés qui sont importantes à comprendre. Donc, il faut d'abord, dans la propriété de la lumière qu'on va utiliser, c'est de savoir si ça va être une lumière naturelle ou une lumière artificielle. Alors, les lumières naturelles, c'est la lumière du jour, tout simplement, c'est le soleil, comme j'avais dit, les reflets, voilà. Et lumière artificielle, quant à elle, ça va être des lampes, ça va être des lumières, ça va être, voilà, que ça soit des LED, des halogènes ou des c'est de l'artificiel. Ensuite, comme deuxième propriété qui va nous intéresser, c'est l'intensité. Alors, on dit que l'intensité, elle est dure ou diffuse. Pour le rendu d'une image, si l'intensité, elle est dure, les ombres vont être très démarquées, vont être dures, et si l'intensité est diffuse, à ce moment-là, les ombres vont être floues. Ensuite, on a la température. Est-ce que la température va être chaude? Est-ce qu'on va avoir une lumière chaude, une lumière neutre ou une lumière froide? Chacune des températures va ramener des rendus différents, sachant tout de même qu'il peut y avoir plusieurs sources de lumière et donc plusieurs températures de lumière dans une même image. Et ça, c'est important de bien le noter. Ensuite, on va avoir la matière qui la reflète. Toutes les matières ne vont pas réagir de la même manière. Un miroir ne va pas refléter la lumière de la même façon que de la moquette, par exemple. Ensuite, ce qui est important, c'est de réfléchir à la position et à la direction des lumières. C'est ce qui va nous permettre de gérer justement l'intensité de la lumière. Elles vont aider à orienter le regard du spectateur et en même temps, les différentes intensités ne vont pas avoir vont créer des émotions différentes sur une même image. On prend une photo d'un paysage, on la prend à différentes heures du jour, on va pas avoir les mêmes ressentis selon le moment de la journée. Ça, on verra. Et il y a des positions, justement, de lumière qui vont donc permettre de donner différents rendus et de renvoyer différentes émotions. C'est pour ça qu'on va beaucoup l'utiliser. En même temps, comme ça oriente le regard dans la composition, c'est extrêmement important de savoir quelle lumière va où. Que le sujet soit mieux éclairé que le dernier truc du fond là qu'on s'en fiche, c'est normal. Et c'est ce qui va être important de positionner. Ça va créer une ambiance selon comment comment les lumières vont être positionnées. Donc il y a différentes sortes de façons de positionner la lumière. Donc il y a une lumière qui est une position qui est très utilisée, qui est très appréciée, c'est la lumière Rembrandt. Alors la lumière Rembrandt, c'est lui qui l'a rendu populaire en fait dans ses tableaux. Et en fait, c'est de faire apparaître un petit triangle de lumière sur la joue opposée de la source de lumière. La lumière est à peu près à 45-60 degrés. Donc on prend 0, on est à 45. Voilà. Et donc là, hop, on voit que là je garde la lumière. Je fais attention de ne pas se faire tomber mes encres. Et là, il n'y a pas la lumière. Et là, donc là, si j'éteins la lumière comme ça, maintenant, alors, j'ai la lumière plutôt de face. J'enlève les lunettes, comme ça ce sera moins gênant à regarder. Donc,
j'ai la lumière en face, il y a peu de contraste dans les zones qui sont éclairées, il y a peu de contraste. Donc, on va avoir la lumière qui est au-dessus. Donc là, ça va rajouter du côté menaçant. On va avoir la lumière qui est en dessous. Donc là, un film d'horreur, côté plus peur. Donc là, j'ai réduit l'exposition au maximum. Et donc là, on a du coup la lumière latérale négative, où ce sont les zones qui sont éclairées qui ressortent. Donc là, on a la lumière latérale normale. Si je me tourne un peu, on va avoir la joue qui va avoir des lumières dessus. On a le contre-jour, où là, on voit plus la silhouette est plus mise en avant, donc le côté plus mystérieux en gros. Alors c'est sûr qu'avec des sujets qui ont des lunettes comme moi, il vaut mieux avoir des lumières diffuses pour essayer de ne pas avoir le côté très visible de la forme de la lumière. Donc là c'est pareil, si on a une lumière rouge, une lumière bleue, ça va pas donner le même effet. Si à côté je mets une autre lumière, là je vais avoir des reflets bleus et il va falloir les prendre en compte quand je vais faire les couleurs. Donc mais aussi en valeur. Donc là je vais avoir les reflets bleus, je vais avoir les reflets blancs. Ça va pas donner le même effet si je suis sur du orange. Le ressenti va pas être le même. Mais ça, ce sont des couleurs qu'il va falloir prendre en compte. Alors là, je me mets à fond dans le rouge. Et là, je suis vraiment en blanc froid de l'autre côté. Et je vous mettrai cette vidéo en noir et blanc. Et donc là, vous pouvez voir que niveau valeur, on sait pas, enfin, on voit pas qui est rouge et qui est blanc. Par contre, on voit bien qu'il y a deux sources de lumière. On comprend qu'il y a deux sources de lumière. Et donc, c'est aussi pour ça que les valeurs sont importantes à comprendre pour savoir comment ça tape sur le volume, comment ça tape sur la matière, pour comprendre vraiment comment ça se passe. Et pour pouvoir le transmettre, et ensuite quand on met les couleurs, ça sera beaucoup plus facilité. Ça, les couleurs, on verra plus tard. Ce qui peut être intéressant aussi dans le fait de travailler sa lumière, c'est que il va y avoir une opposition du coup lumière-ombre, qui va donner beaucoup d'informations. On voit que la lumière, elle est toujours accompagnée d'ombre, et c'est ce qui va permettre de mettre en relief justement le sujet. Et justement, cette mise en relief se fait plus ou moins bien selon le contraste et les valeurs. Il y a une façon de synthétiser la lumière et l'ombre qui s'appelle le clair-obscur, qui est devenu un style artistique. C'est une méthode d'ombrage dont le principe est de mettre des valeurs de l'ensemble. Donc du coup, il va y avoir une même atmosphère et il va y avoir une mise en lumière avec des ombres qui sont très forcées. Il va y avoir vraiment un fort contraste entre le clair et l'obscur, d'où le nom extrêmement original de clair-obscur. Mais on aime bien ces noms originaux qu'on comprend de suite de quoi on parle. Voilà. Donc on va parler maintenant de la gestion de la lumière. Alors la gestion de la lumière, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des points principaux d'une création. C'est vraiment, comme je l'ai dit en début, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'image, tout simplement. En plus de la gestion des volumes, elle va définir un rapport d'un composant par rapport à un autre. Donc, comme je disais tout à l'heure, on voit bien par exemple que si on prend une image au même endroit et pas à la même heure de la journée, qu'on ne prend que des sources lumineuses naturelles, eh bien, on va pas avoir les mêmes ambiances, il va y avoir un changement de lumière qui va affecter l'humeur, qui va affecter le ressenti. La nuit, le coucher de soleil, l'aurore ou la pleine journée, s'il pleut, s'il fait beau, ça fait pas pareil sur l'humeur. Et du coup, ça fait pas pareil tout simplement sur le ressenti quand on regarde. Ce qui montre aussi que quand on change la température d'une image, elle ne va pas non plus renvoyer la même chose. Même si c'est lumineux pareil, si la température n'est pas la même, ça ne renvoie pas la même chose. Maintenant, avec les lumières, on a les différents modes. Donc, on a le mode froid. Bon, comme j'ai l'autre lumière, ça va être un peu compliqué, mais bon. On a le mode froid, on a le mode chaud. On voit direct que sur mon visage, ça fait pas le même effet. Et on a le mode neutre. Et là, en fait, pouvoir changer la température, pouvoir changer l'intensité, la gestion des lumières va aider en fait à la narration. Ce qui est bien avec le fait que maintenant les lumières ont différentes températures, c'est que quand on travaille par exemple
le soir ou la nuit qu'on allume une lumière artificielle, on peut varier la température de la lumière, histoire de pas avoir des surprises. Par exemple, quand on peint la nuit et qu'on voit le tableau le lendemain, si on a pris une lumière orange ou si on a pris une lumière froide, ben, ça va pas donner la même chose. Et si on prend la lumière trop orange, on va vraiment avoir des surprises le lendemain. Et il faut aussi faire attention quand on travaille au numérique, le filtre nocturne qui est en fait un filtre de lumière bleue, ce qui fait qu'on n'a pas les véritables couleurs. Donc voilà, il faut savoir aussi que le soleil n'est pas, même si nous on le voit jaune, hein, le soleil il est blanc, la température du soleil va être froid. Alors, les températures on les voit en Kelvin, donc on a le soleil qui est à peu près à 5600 Kelvin, et on a la bougie qui est à 1900, à peu près. Donc on voit bien qu'il y a une différence. La bougie c'est vraiment orange et le soleil du coup on voit qu'il est beaucoup plus bleu que ce qu'on pourrait penser à la base. Des fois ça peut être un petit peu compliqué à appréhender. Donc par exemple on peut imaginer que les rayons du soleil c'est des balles rebondissantes. Les photons en fait qu'il y a à l'intérieur du rayon électromagnétique, on peut les imaginer comme des petites balles rebondissantes. Donc comme des balles rebondissantes, les photons, ils vont pas rebondir de la même manière. Si on fait rebondir sur du carrelage ou si on fait rebondir sur de la moquette, la balle, elle va pas rebondir de la même manière. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans le fait quand on va appréhender la lumière. Par exemple, la lumière, elle tape là, elle repart, et elle ne va pas repartir avec la même intensité, selon où elle va taper. On voit bien que le pull n'est pas illuminé de la même façon que mes lunettes, par exemple. Alors, il faut aussi se dire que plus une surface est lisse et plus elle va réfléchir. Comme je disais, mes lunettes réfléchissent. C'est assez agaçant même d'avoir le trait de la lumière parce que justement, ça réfléchit beaucoup plus que ma peau et beaucoup plus que mes pulls. Et en fait, cette façon de réfléchir sur la matière va nous permettre de montrer en dessin plus facilement une matière justement par rapport à comment la lumière va rebondir. Et de la même façon, plus un objet va être proche, plus ça va taper fort. Et comme une balle rebondissante, justement, je faisais la balle rebondissante parce qu'elle va rebondir pas forcément au même endroit, selon comment elle va avoir des ricochets. Et il faut prendre en compte ces ricochets dans le dessin. Et ne pas, par exemple, ne dessiner la lumière que sur un objet. S'il y a plusieurs objets, ben, la source va taper sur un objet, mais l'objet qui est à côté, bah, la lumière risque de taper aussi, et il faut bien voir, et c'est aussi pour ça que le dessin d'observation, ça peut beaucoup aider pour ça, c'est de mettre une lumière et de voir comment elle illumine différents objets, les uns par rapport aux autres, justement. On peut dire d'une certaine manière que si la lumière est diffuse, ça va être un lancer mou de la balle, et donc on va avoir des ombres floues. Et si la lumière est dure, c'est comme si on lance super fort la balle, et bien là, ça va taper très dur. Et donc les ombres également vont être dures. Et donc on peut dire que la lumière, elle permet d'appréhender les couleurs selon la température de la lumière. On ne va pas voir les couleurs de la même façon. On va voir les valeurs. Selon la force de l'éclairage, les valeurs vont être plus ou moins prononcées. Et le volume et la matière, c'est comment la lumière va rebondir sur le volume et sur la matière. Et donc, pour représenter la lumière, l'une des meilleures façons, c'est les ombres. Donc, les ombres. Il faut savoir qu'il y a 3 sortes d'ombres. On a les ombres propres, qui sont les ombres sur l'objet. L'ombre propre, c'est l'ombre qui est directement sur l'objet. C'est où l'objet ne reçoit pas la lumière. Ensuite, on a l'ombre portée. Alors là, c'est autour de l'objet, c'est plus sur l'objet, c'est vraiment autour de l'objet, et c'est la zone de l'environnement de l'objet qui ne reçoit pas de lumière à cause de l'objet. Et ensuite, il y a l'ombre, la zone d'ombre. Et la zone d'ombre, c'est l'espace entre l'objet et l'ombre portée. Et cette zone, elle reçoit pas de lumière. C'est donc la zone qui va finir l'espèce de triangle, en gros, entre l'ombre propre et l'ombre portée. Et il faut bien se rappeler qu'une source de lumière, une ombre. Comme zone éclairée, il faut toujours faire attention à 3 zones bien distinctes. Il y a la zone de la lumière et de l'ombre directe. Il va y avoir les lumières réfléchies. Et on va avoir les reflets. Et en fait, ces trois zones d'éclairage et d'ombre sont importantes pour que le rendu soit plus naturel et pour qu'on comprenne mieux. C'est dans la compréhension de
de la lumière. Alors, pour représenter justement ces ombres, sauf dans un dessin en noir et blanc, on enlève le noir. On arrête de représenter les ombres en noir. Les ombres, elles sont pas noires. À part dans le noir et blanc. Voilà. Mais sinon, on va utiliser des couleurs complémentaires qui vont donner un semblant de noir, qui vont donner un semblant de foncé, mais qui vont être naturels, qui ça va être beaucoup plus naturel, étant donné que c'est comme ça qu'on les perçoit avec nos yeux dans la nature. Et il va y avoir des nuances selon les objets et selon la lumière. Les nuances vont être plutôt bleu ou marron. Je synthétise, mais les nuances vont plutôt être plus proches du bleu ou plus proches du marron, selon l'objet, selon la lumière utilisée. Voilà. Ou selon l'environnement aussi dans lequel c'est utilisé. C'est de la je synthétise. Hein. Pour savoir si c'est plus dans le bleu ou plus dans le marron, pour avoir la couleur complémentaire, il faut bien faire attention à la couleur de base. On a l'habitude d'apprendre le dessin en faisant les contours, et en fait, si au lieu de composer l'image en faisant les contours, on la compose en mettant les zones d'ombre et les zones de lumière, ben en fait, la prise d'information est beaucoup plus complète. C'est vraiment prendre les zones claires, les zones obscures et tout ça. Et ça va vraiment nous aider à composer l'image des fois plus rapidement. Et la prise d'information est vraiment bien mieux parce qu'au lieu de juste faire le trait du contour, on prend vraiment les zones qui vont de suite nous donner du volume, qui vont de suite nous donner des informations sur la matière, etc. Et donc, pour représenter ces zones d'ombre et de lumière, du coup, on le fait en valeur. Qu'est-ce que c'est une valeur? Un dessin en valeur va être monochrome. Il va pas être forcément gris. En faisant une représentation des valeurs monochromes, elles vont être beaucoup plus faciles à mettre. On va beaucoup mieux contrôler l'équilibre de l'image, de la composition. On va avoir une meilleure approche. Donc l'ombrage, c'est une graduation des ombres qui va nous donner un effet de volume et qui va mettre en valeur un objet. Des fois, ça va être un objet tout seul, des fois, ça va être un objet par rapport à un autre. Ça va être une prise d'information. Ce qu'il faut pas mélanger, c'est les couleurs et les valeurs. Deux couleurs différentes vont avoir une même valeur. Des fois, on voit des gens qui peignent au numérique. Enfin, ils se mettent la palette en valeur de gris, et puis ils mettent des couleurs au hasard, ils les mélangent, et après, ils composent leur image avec ce mélange sans voir les couleurs. Et quand ils font apparaître l'image, ben, comme les valeurs sont bonnes, l'image est lisible. Même s'il y a des associations de couleurs que des fois on trouverait bizarres, c'est plus ou moins agréable, mais c'est lisible et c'est équilibré dans sa composition. Alors, on va souvent travailler les valeurs avant les couleurs, après c'est un choix artistique, mais si on veut se faciliter au départ pour bien comprendre et pour bien prendre l'habitude de mettre les valeurs au bon endroit, et on va d'abord travailler en valeur et ensuite on ajoutera la couleur. Mais on va faire un premier croquis avec les valeurs, avec les prises de lumière et les prises d'ombre. Ça permet justement, comme on disait, un bon équilibre et une bonne lisibilité parce que c'est un petit peu ce qui est important dans une composition, que ce soit équilibré ou déséquilibré volontairement. Il y a aussi ça, mais qu'il y ait l'équilibre qu'on souhaite, qu'on puisse appuyer le regard, c'est pareil, qu'on puisse diriger le regard de la personne pour que la personne suive bien, découvre l'œuvre comme on la veut, comme on veut qu'elle la voie. Par exemple, dans la peinture à l'huile, on va mettre une couleur de fond sur la toile. Alors la couleur de fond va pas forcément être super forte, mais en fait, de teinter la toile avant de peindre, ça nous permet de ne pas partir de la valeur 0 de la lumière, on va dire, et ça va permettre d'avoir un plus grand panel de variations de valeurs pour pouvoir mettre les éléments plus lumineux et les éléments moins lumineux. Pour évaluer les valeurs, il y a 3 méthodes. La première et la plus facile, c'est de plisser les yeux. On plisse les yeux et en fait, en fermant un petit peu plus les yeux, il y a moins de lumière qui va rentrer et donc du coup, on va plus appréhender, l'œil va beaucoup plus synthétiser parce qu'il va pas voir aussi bien que si on a les yeux grands ouverts, donc il va synthétiser les valeurs. Ensuite, on peut prendre une échelle de gris à côté. On se prend l'échelle de gris, du blanc au noir, avec plusieurs étapes, et du coup, on peut voir les valeurs. Si on est en numérique, c'est plus facile, mais sinon, on prend une photo, on prend la photo, on convertit en gris, et comme ça, on peut étudier les valeurs comme il faut de l'image. Bon, en numérique, on met directement en nuance de gris, et ça se fait super bien. Et en même temps, c'est plus facile à sortir. Alors,
Dans la représentation des valeurs, il faut aussi se dire que toutes les techniques de dessin ne vont pas avoir la même amplitude de valeur. On va avoir une approche plutôt en trait. Si on a des mines fines, des pastels fins, enfin tout ce qui est bâtonnet fin, crayon, critérium et tout ça qui sont fins, on va vraiment avoir un ombrage qui est plutôt qui est plus gris et qui est plus de la trame. Et sinon, on va avoir une approche plus en tâche qui est faite souvent en fusain, pastel, grosse mine justement, et du coup là on va plus les avoir par rapport à l'estompage, et on va avoir des valeurs qui vont aller plus dans le noir. Donc ça c'était pour le dessin. Et donc on va parler du contraste des valeurs. Alors le contraste des valeurs, c'est pas la même chose que les valeurs tout court. Un contraste, c'est une opposition de deux choses dont une fait ressortir l'autre. Donc le contraste, ça va vraiment être la différence entre deux valeurs, deux teintes, deux textures. C'est la différence de deux choses qui sont dans la même unité. On dit, par exemple, le noir et le blanc, le chaud et le froid. Alors que la valeur, elle est vraiment là juste pour montrer l'ombre et la lumière. Donc on peut avoir un contraste de valeur. En fait, ça va être juste la variation de la luminosité de la valeur. Le contraste de valeur, c'est donc la différence entre la teinte la plus claire et la teinte la plus foncée. Dans les zones claires et dans les zones sombres, donc les noirs, les gris et les blancs, les contours du sujet vont être plus ou moins définis selon le contraste. Si le contraste est fort, l'énergie va être plus puissante, la composition va être plus puissante visuellement, alors que si le contraste est plus faible, on va avoir une image qui est plus plate, mais plus douce. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi penser à comment on va utiliser les contrastes. Donc voilà un petit peu la synthèse de ce qu'est la lumière, les ombres, les valeurs, les contrastes de valeurs. J'espère vous avoir appris des choses, j'espère que ça a été intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.